BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir, Madame Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien l'exercice, évidemment, de par vos anciennes fonctions. Beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, on reviendra peut-être, si on en sait un petit peu plus, sur ce coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'appel est terminé, visiblement. Ça s'est bien passé, dixit nos confrères de CNN. C'est une conversation détaillée. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On va parler d'abord de ce qui nous préoccupe en France, la question des retraites, avec François Bayrou, droit dans ses bottes sur les 62 ans encore tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la fin ou pas du conclave? Qu'est-ce qu'on fait sur les retraites? On parle d'industrie de défense, guerre commerciale. On a vu les chiffres de l'OCDE et de l'INSEE pour la France. On voit que tout de suite, c'est un impact sur la croissance et que l'économie américaine est menacée par une récession. Commençons d'abord par, puisque vous étiez à l'Assemblée nationale, commençons par la question des retraites. François Bayrou, donc, qui avait un peu jeté du feu aux poudres dimanche en disant de toute manière, on ne peut pas faire autrement que de rester à 62 ans, on ne peut pas revenir là-dessus. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, François Bayrou, à vos yeux? Vous étiez tout à l'heure avec lui, il l'a redit en disant mais plus personne ne croit que, et c'est vrai que les chiffres sont là, qu'on puisse revenir à 62 ans. Est-ce que ça vous a étonné? Comment vous analysez ça, vous, Philippe Ballard? Alors, déjà, on peut revenir sur ce conclave, mais il était mort-né. On va revenir sur le conclave. Non, mais d'abord sur la déclaration de François Bayrou. Il est dans la lignée de ce qu'il a dit dimanche dernier. Voilà, oui, mais pourquoi il a sorti cette phrase? Est-ce que faut lui demander parce que c'est du François Bayrou? C'est très compliqué d'être dans sa tête parce que tout est un peu parfois difficile à suivre. Est-ce que c'est une gaffe ou c'est volontaire? Ça, faut lui demander. C'est vrai que dans le contexte actuel. Mais il est sur sa ligne, parce que quand on repense à tout ce qu'il avait dit, il y a quand même lui et plusieurs membres du gouvernement qui avaient dit pas question de revenir sur ça doit pas coûter. Ce conclave ne doit pas coûter d'argent et il va falloir il faut pas que ça coûte d'argent et on comprenait qu'il fallait pas toucher à la réforme de Madame Borne, 64 ans. Bon voilà, donc ce qu'il a dit dimanche, est-ce que ça lui a échappé? Je suis porte-parole du Rassemblement National, je suis pas porte-parole de Matignon et de François Bayrou. Non mais est-ce que pour vous, justement, alors après on va revenir sur la question du conclave, on a vu du 2P, donc syndicat des artisans et des petites entreprises qui a claqué la porte, mais en même temps en disant on est tombé dans un piège. Ils sont pour une retraite à 65 ans. Il y a la question, bien sûr, pour la CGT, d'après nos confrères de l'AFP, dans un courrier interne, ils seraient plutôt favorables pour quitter ce conclave. Et puis, il y a la réunion qui va se passer là bientôt entre Marie-Lise Léon de la CFDT avec le Premier ministre. Ça, c'est un peu l'enjeu clé. Est-ce que le fait qu'on doit trouver un équilibre financier à nos retraites, est-ce que ça vous paraît anormal? Écoutez, on a 3 400 milliards d'euros de dettes. Monsieur Macron a creusé de 1 200 milliards de dettes. Et si on lit le rapport de la Cour des comptes, on nous dit pour 2025, le déficit des retraites sera de 6 milliards d'euros. On n'aime pas les dettes et on n'aime pas les déficits au Rassemblement national. 15 milliards en 2030. Comme quoi cette réforme ne servait à rien. Mais 6 milliards, pour juste fixer les esprits, c'est un quart de point du PIB. Un point de PIB en France, c'est 26 milliards. Bon, voilà. Donc, quand on met tous ces chiffres en perspective, ça fait quand même un peu réfléchir. Après, nous, on a proposé à la limite. Dans quel sens est-ce que vous dites il a raison. Alors après, on n'est pas d'accord sur les oui, mais c'est un quart de point de PIB. La politique, c'est de faire des choix. C'est l'art de faire des choix politiques. Lors de la présidentielle et des législatives, on avait assumé le fait que, le fait de revenir à 62 ans avec 42 annuités, par contre, et là, j'insiste beaucoup parce que pour ceux qui ont travaillé, et c'est vraiment là où, pardon pour l'expression, on met le paquet, pour ceux qui ont travaillé entre 17 et 20 ans, qui ont 40 annuités, on est cassé. Enfin, je veux dire, quand on a commencé à travailler à 17 ans, 18 ans, on a fait des métiers pénibles, on a porté des parpaings, des sacs de ciment toute la journée, on peut partir avec 40 annuités. Mais vous voyez bien que si on revient à 62 ans, après on va revenir sur le point des carrières longues. 62 ans, et 42 annuités pour ceux, après on crante, et juste, mais il nous faut, dans notre programme, c'est le programme de la présidentielle qui était toujours d'actualité au moment des législatives, quelqu'un qui a travaillé, qui a commencé à travailler à 23 ans, il part avec, pour une retraite à taux plein, avec 42 annuités. Faites le calcul, 23 plus 42, c'est 65 ans.
est-ce que ça veut dire, mais sur l'équilibre financier, est-ce que, parce que c'est un peu la grande question, on voit bien que c'est le régime de la retraite générale, on ne va pas s'envoyer des chiffres à la figure, Philippe Ballard, mais enfin bon, vous les connaissez, c'est quand même 340, 350 milliards. Si vous rajoutez la GIR-Carco, bon, grosso modo, c'est un peu plus de 400 milliards, 420 milliards. C'est un tiers de toutes les dépenses de l'État. C'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'à un moment, il faudra remettre sur le tapis le montant des dépenses sociales en France et la manière dont ça pèse sur l'économie, ou pas? Alors, en ce qui concerne la retraite, c'est 14% du PIB. Ouais. Mais on paye des gens qui ont travaillé toute leur vie. Voilà, donc non, c'est pas exorbitant. Après, sur l'autre versant du raisonnement, et les chiffres, on le sait très bien, 46% de prélèvements obligatoires, 56% de dépenses publiques, oui, là, il y a des efforts à faire. Ah oui, alors, absolument. Comment? Parce que c'est toute la question, chaque fois qu'on a un politique, il dit oui, il faut faire des efforts. Après, quand on essaye de rentrer un petit peu dedans en disant où est-ce qu'on supprime des postes, qu'est-ce qu'on fait, là, ça devient plus compliqué. Eh ben, moi, je vous renvoie au contre-budget qui avait été présenté notamment par Jean-Philippe Tanguy au mois d'octobre dernier. Ça dégageait 15 milliards d'euros, c'est chiffré, hein, moi je vous renvoie très facilement sur notre site, ça nous donnait 15 milliards. Où faisions-nous des économies? Sur la fraude? Alors, sur la fraude fiscale et sociale, on commence à s'y attaquer en France, mais c'est pas suffisant. On sait très bien qu'on est très Charles Prats, par exemple, on est très loin du compte, a fait des rapports extrêmement intéressants là-dessus. Sur notre contribution, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est notre proposition, notre contribution au budget de l'Union européenne. On est contributeur net, mais dans une large partie. Pourquoi l'Allemagne, pourquoi les Pays-Bas ont pu obtenir une ristourne? Parce qu'ils l'ont demandé, nous on l'a pas demandé. Alors on risque pas de l'avoir. Oui, mais en même temps, nous, nos agriculteurs bénéficient beaucoup plus que les agriculteurs allemands de la politique agricole commune, qui est la principale politique européenne. Oui, mais c'est de l'argent français qu'ils reçoivent. Oui. C'est de l'argent français qui transite par Bruxelles. On verse 25 à 26 milliards par an, et la France récupère 10 milliards. Donc, c'est de l'argent français qui est récupéré. Donc pour vous, c'est la seule solution? Non, mais attendez, je vais continuer. Sur l'immigration, parce que là, par contre, comme dirait quelqu'un, il y a un pognon de dingue à aller chercher. Et toutes ces agences, là, ce qui est fabuleux avec ces agences, ces opérateurs, tout le monde découvre. Tout le monde le découvre. Avec Donald Trump. Ça fait... Oui, mais pas que, parce qu'on voit que même dans l'hémicycle, il y a des groupes qui... Ça passait par perte et profit, qui maintenant commencent à nous dire oui, là il y a quelques milliards à récupérer, bien sûr. Mais est-ce que il y a des milliards à récupérer. Est-ce que sur le budget social, les dépenses sociales, parce qu'on regarde le trou de la Sécu aussi, est-ce que quand même, enfin pas quand même, c'est votre choix, c'est votre politique. Est-ce que vous vous dites il faut quand même qu'on retravaille, qu'on remette un petit peu tout sur la table, parce que il y a les cotisations sociales, ça pèse trop lourd sur notre salaire, parce qu'on voit bien que ça prélève, en mettant d'autres qui disent oui, mais c'est ce qui permet de financer les retraites. Il y a un choc démographique. Enfin, il y a quand même, vous voyez, des points qui sont sur la table et qu'on peut pas nier. Nous, on est pour les impôts la suppression des impôts de production, par exemple. La CVAE et puis tous ces impôts que vous payez avant même d'avoir commencé à faire fonctionner l'entreprise. C'est quand même assez fabuleux. Une partie ont été annulés. Il reste maintenant la CVAE. Une partie ça va patiner un bon bout de temps. Je vous parlais de la politique migratoire, mais on est pour la priorité nationale. Ça nous fait économiser de l'argent sur les prestations sociales, tout simplement. Alors là aussi, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une politique. Et puis vous parliez, et c'est un point fondamental, de la démographie. Il y a deux défis à relever. C'est l'énergie, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand on va parler de l'industrie, et puis la démographie. Et pour les retraites, nous, il y a deux axes d'attaque. Gagner en productivité. Vous savez que le taux de productivité en France est parmi les plus bas de ceux de l'OCDE. Oui, elle était très forte, 0,7, maintenant elle a baissé, elle est en train de remonter un tout petit peu. Oui, mais enfin, on est très mauvais, donc ça passe par quoi? Quand on relève le taux de productivité, on arrête de créer des emplois ubérisés qui font quasiment rentrer aucun impôt et aucune taxe dans les caisses de l'État. On réindustrialise le pays. On est à 9%. Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire comment? Avec l'énergie qui est un peu moins chère. Pendant plus de 7 ans, et on voit bien qu'aujourd'hui, regardez où ça nous conduit. Vous lisez la presse économique, vous savez que les ouvertures, créations d'entreprises, quand vous faites le bilan, il est pas bon. Mais pourquoi il est pas bon? Alors, il y a ces impôts de production, mais il n'y a pas que. Il y a le coût de l'énergie, c'est fondamental.
scandale. Si on ne s'attaque pas à ça, et dans le programme de Marine Le Pen ou des législatives, on sortait du mécanisme européen de fixation, je dis bien de fixation des prix. On ne sort pas du marché européen, comme on essaie de nous le faire dire, ou de nous faire croire, du marché européen de l'énergie. Ça n'aurait aucun sens, puisqu'on exporte même, enfin maintenant, on a rétabli, le nucléaire, ça y est, on l'a délaissé, puis maintenant, c'est pas ça que c'est quelque chose de génial. Donc, énergie bon marché, un paradis énergétique. Philippe Ballard, il faut refaire de la France un paradis énergétique, puis la politique démographique. Ça, je voudrais en parler. Juste quand même, permettez-moi de revenir, parce que c'est vrai que c'est important, parce qu'en plus, il y a une question un peu politique derrière. Sur le conclave, est-ce que c'est bien d'essayer de continuer à faire discuter les partenaires sociaux, sachant qu'on attend la réponse de la CFDT, sinon ça n'aura plus aucun sens. Est-ce que vous vous dites il faut que les partenaires sociaux s'emparent un peu du sujet, qui trouvent une solution sur la pénibilité, vous l'avez souligné, ça c'est un point très important, notamment pour les femmes, le travail des seniors. Est-ce que tout ça, c'est des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver, vous, Rassemblement National? Non mais, alors moi j'ai été député, je suis député depuis bientôt 3 ans, en juin 2022, j'ai eu une autre vie, j'ai fait un très bon métier, c'était journaliste, je faisais du syndicalisme aussi. Pendant 21 ans, moi j'ai été secrétaire du CE, et puis maintenant ça s'appelle CSE. Donc oui, je crois au dialogue social. Des points précis sur la pénibilité, le travail, les carrières des femmes, le taux d'emploi des seniors. Il y a une personne sur 2 qui, comme on dit, liquide sa retraite, qui n'est plus en activité. Il y a un énorme problème, c'est des cotisations bien sûr en moins pour... Donc ça c'est très bien, pas de problème. Mais là, ce qu'a fait monsieur le Premier ministre, ce qu'a fait monsieur Bayrou, on a compris, François Bayrou, c'était une combine pour s'attirer les bonnes grâces du Parti Socialiste pour ne pas que le PS vote la censure. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, du reste, ce matin, Olivier Faure, le secrétaire du Parti Socialiste, était chez nos confrères de BFM TV, il a dit, attention, parce que la question de la censure revient un tout petit peu sur le devant de la scène. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Rassemblement National? Écoutez, moi je vous renvoie aux déclarations de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Non, j'en profite, vous êtes devant moi. Oui, non, mais je vais évidemment dire la même chose que Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Oui, alors, est-ce que cette histoire de retraite, c'est le facteur déclenchant? Non, mais ça peut être un des facteurs qui, accumulés à d'autres, font que, oui, il peut y avoir dans les semaines, les mois qui viennent, une motion de censure de voter par le groupe Rassemblement National. Est-ce que c'est une question comme ça, ici on ne fait pas trop de politique politicienne, mais c'est un point quand même important. Est-ce que il y a un sens des responsabilités quand même de la classe politique en disant, parce que vous imaginez que maintenant, s'il y a une motion de censure, dans le climat dans lequel nous nous trouvons, avec ces tensions quand même extrêmement fortes sur le plan commercial, sur le plan de la défense, sur le plan de notre sécurité, est-ce que c'est quand même envisageable ou pas? Parce que la classe politique se dit, non, on ne peut pas mettre notre pays dans ces conditions-là, fragiliser à ce point-là notre pays. C'est pour ça qu'on n'a pas voté cette censure pour finalement donner quand même un budget. Il n'est pas génial, il n'est pas bon, mais bon... Celui de Barnier, très mauvais, 40 milliards d'impôts et taxes supplémentaires. En ce qui concerne les retraites, il n'y avait pas d'indexation, des remboursés des médicaments. Là, c'était la censure. Là, franchement, il est pas top. Pourtant, il a essayé de négocier avec vous. Après, il a essayé de négocier avec vous. Même un peu trop. Oui, les 3 derniers jours. Oui, d'accord. Pendant 2 mois, on essayait d'être sûr. On n'a jamais été Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Enfin, Marine Le Pen, c'est la présidente du groupe, n'a jamais été reçue. Donc, il y a un moment stop. Mais quand vous regardez... Est-ce que ça valait le coup, j'en profite puisque vous êtes devant moi, est-ce que ça valait le coup de faire tomber le gouvernement Barnier sur la question des déremboursements des médicaments? Ça a été le point ultime. Ça valait le coup ou pas? La France, et puis, attendez, vous oubliez l'électricité qui aurait mais il a retiré une partie de la taxe, justement. Retraite, médicaments, électricité... il est revenu sur la désindexation des retraites. On l'a fait. Non, pas du tout. À la fin, non. Heureusement qu'on l'a fait chuter parce que c'était ce qu'avait annoncé Monsieur Wauquiez dans un 20h sur une chaîne. Un truc. Alors on a mis 2 jours avant de comprendre exactement de quoi il s'agissait, mais il n'y avait pas indexation totale et complète, comme ça a été le cas au 1er janvier. Donc on ne regrette pas d'avoir voté la censure. Mais vous recevez souvent des chefs d'entreprise. Quand vous lisez les baromètres du moral des chefs d'entreprise, c'est au moment de la dissolution que ça chute. C'est pas au moment de la censure. C'est en juin dernier. Et puis on touche quoi là? Les dividendes de ce front républicain, voilà, où les mélanchonistes se sont désistés pour des macronistes et les macronistes pour des mélanchonistes. Voilà, et ça donne ce que l'on a à l'heure actuelle, une situation complètement ingérable. Donc, a priori,
le mot censure n'est pas encore complètement dans vos têtes, si j'ai bien compris. Non, mais il peut y être très vite. Ça dépend de ce que fait le gouvernement. Et la question des retraites et du conclave, c'est pas non, ça. Ça serait pas l'élément déclencheur. Non, puis on n'en attendait rien, si vous voulez. Donc on n'a rien à l'arrivée. Bon, bah, dans ce cas-là, on peut pas être déçu. Mais je voudrais juste finir sur la démographie parce que on est tombé, vous en parlez sur BFM Business, à moins de 700 000 naissances l'an passé. C'est une catastrophe. Ouais. Les bébés qui naissent cette année, c'est les cotisants. Vous savez ça comme moi. Oui, entre autres. Non, mais vous avez raison. Nous, on a des mesures extrêmement concrètes à mettre en place. Par exemple, le prêt, c'était dans le programme de la présidentielle, un prêt de 100 000 € qui est annulé pour les couples à la naissance du troisième enfant. Une part supplémentaire pour le deuxième enfant. Parce que là, à ce rythme-là, on voit ce qui se passe en Italie ou dans des pays qui ne font plus d'enfants. On nous parle de la retraite à 70 ans, mais on va aller jusqu'où 75, 80 ? Donc il faut mettre en place une politique familiale volontariste et généreuse. Est-ce que vous vous dites, là, quand même, quand on voit, vous parlez du budget 2025, on est en pleine préparation du budget 2026, on voit que la croissance, selon les chiffres de l'INSEE, vous savez, sera plus de 1%, ou de 0,9%, ça sera de 0,7%, donc avec, à la clé, évidemment, un impact sur les finances de l'État. Est-ce que, les caisses sont vides, comment est-ce que vous pouvez financer votre programme, notamment ce point-là, puisque vous le mettez en avant ? Il faut remplir les caisses. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis, en réindustrialisant notamment le pays, en ayant une énergie bon marché. Mais si on sort du mécanisme européen de fixation du prix de l'énergie, franchement, moi je rencontre j'ai des entreprises évidemment dans ma circonscription, mais que ça soit le commerçant qu'il y a 2 ans ont pris, mais les bouchers, les boulangers, ça a été un carnage. Moi, j'ai une entreprise on est qui fait du verre, elle a besoin de beaucoup d'énergie, elle est en difficulté. Le prix de l'énergie, d'accord, il y a le mécanisme européen. Oui. Aujourd'hui, non, mais c'est pas. C'est le nucléaire en France. On a le nucléaire. Et l'hydraulique, c'est 80%. Oui, mais l'EDF, qu'est-ce qu'il veut ? Vous dit Luc Rémont, le président d'EDF, il dit c'est tout le problème qu'on rencontre aujourd'hui les industriels. Ils vous disent EDF ne veut pas baisser ses prix. C'est EDF, c'est la décision d'EDF. Et pourquoi, quand vous posez la question à Luc Rémont, il vous dit attendez, vous me demandez de financer des EPR, la relance du nucléaire. Moi, j'ai besoin d'argent. Et donc, je finance comme ça, avec le coût de l'énergie. Qu'est-ce que vous lui dites ? Tu baisses les coûts du nucléaire, mais en même temps, il ne pourra plus construire d'EPR. Vous vous souvenez, moi, je me rappelle dans les années 70, 80 même, il y avait des obligations émises par EDF. Tout le monde se les arrachait. On peut faire la même chose. Oui, 55 milliards de dettes. Oui, merci. Oui, mais merci. Merci à qui ? À tous ceux qui ont précédé Monsieur Macron et tous ses prédécesseurs, avec notamment le mécanisme de l'AREN, où on obligeait EDF à revendre 25% de sa production à prix cassé. François Hollande. Et puis absolument, Monsieur Hollande, avec les écologistes et Monsieur Macron qui a fermé Fessenheim. Donc ils ont endetté EDF, c'est eux qui ont endetté EDF. Mais maintenant, on se retrouve avec cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas faire un trait en disant c'est de leur faute. Parce que faut quand même qu'ils rendent des comptes à un moment donné. Non, mais au moins politiquement. Politiquement. Reconnaissez qu'Emmanuel Macron, au moins de ce point de vue-là, il a remis le nucléaire au cœur des débats énergétiques. Après l'avoir cassé, oui. Attendez, parce que M. Macron, il était quand même... Sa décision, c'est lui qui l'a fait, vous avez raison. Oui, mais il était ministre de M. Hollande. Oui. Oui, aussi, pardon. Il était ministre de l'économie même de M. Hollande. Il ne pouvait pas s'y opposer. Donc tout ça, si on peut démissionner. La ministre, c'était Ségolène Royal. Il y a des ministres qui disent je vais peut-être démissionner si on autorise le port du voile dans le sport. D'autres qui, si on n'est pas assez faire avec l'Algérie. Un ministre, oui, ça peut démissionner si on n'est pas en accord avec la politique menée. Et ça ferme sa gueule, en tous les cas. Ça démissionne. Ce chevènement, c'est pour un autre dossier. Là, un autre dossier, qui était aussi lié militaire. Je voudrais qu'on parle maintenant de cette rapidement, parce que ça a un impact peut-être aussi sur votre état d'esprit. Aujourd'hui, il y a une décision importante au Conseil constitutionnel qui est de savoir est-ce que c'est bafouer la liberté de l'électeur et le suffrage universel si on applique immédiatement une peine d'inéligibilité avant même que la décision de justice ne soit définitive. Là, c'est pour un député de Mayotte. Mais la question se pose, évidemment, le 31 mars, pour Marine Le Pen, on le sait tous. Qu'est-ce que ça change ? Comment vous voyez les choses ? Alors, je crois que c'est pour un conseil municipal, pas un député de Mayotte. Mais écoutez, pour nous, Marine, on a réunion de groupe tous les mardis matin à l'Assemblée. Marine nous l'a redit ce matin. Elle est extrêmement sereine, elle dort bien la nuit. Le dossier, pardon, mais... Mais cette décision aujourd'hui, elle est très importante, on est d'accord ? Oui, alors, moi je la connais pas. Non, non plus, elle n'est pas encore... C'était aujourd'hui que ça se passait, mais au Conseil constitutionnel, on n'a pas encore
la fumée Ouais. blanche, puisqu'on est... Monsieur Darmanin, avant de redevenir ministre, simple député, si je puis dire, avait tweeté en disant ça serait quand même un scandale si Madame Le Pen ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Mais après, il y a le dossier qui est complètement vide. Voilà. Il y a une interprétation qui est faite par le Parlement européen qui souhaite que les attachés parlementaires soient des fonctionnaires. Un attaché parlementaire, il fait de la politique. Député européen. Voilà. Pardon ? Il s'occupe du député européen. Bah oui, mais qui fait de la politique. Et de l'Europe, oui. Mais oui, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, un député, il fait de la politique. Enfin, je veux dire, c'est pas un fonctionnaire. C'est un conseiller municipal de Mayotte, pour rectifier les choses. C'est donc aujourd'hui, c'est un jour quand même tout un peu en suspens au Rassemblement national. Non, mais pas du tout. On travaille, on est dans l'hémicycle, on va siéger jusqu'à minuit. Il y a un texte important sur les narcotrafiquants. Voilà. Et le 31 mars, est-ce que ça peut changer l'état d'esprit de Marine Le Pen, la volonté de provoquer peut-être justement une dissolution, de provoquer un électrochoc? Une dissolution, c'est le président de la République qui peut... Non, une dissolution, une censure. Non, mais j'entends les commentaires ce matin, il y avait une grande chronique c'est pour ça que sur un média qui nous parlait, elle va se venger, elle va vouloir... non, c'est pas notre état d'esprit. Moi, je me rappelle la première réunion de groupe qu'on a eue... ça entraînerait une dissolution, c'est pour ça. C'est pas... Avec Emmanuel Macron, j'ai sauté des étapes. On est sûr de rien. Mais elle nous a dit, vous n'aurez qu'une seule boussole dans vos votes, c'est un texte qui va dans l'intérêt de la France, peu importe d'où qu'ils viennent. Alors, ça peut être LFI, ça peut être les macronistes, ça peut être les LR. Si ça va dans l'intérêt de la France, vous les votez. Donc, elle n'est pas là dans si c'est ça, alors moi je vais faire une censure. Non, c'est pas ça du tout l'état d'esprit. Une question, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, à mon avis, il sera encore là d'ici ce soir. Sur la guerre commerciale, on voit les décisions quand même un peu imprévisibles de Donald Trump, conséquences que ça peut avoir, mais les conséquences, elles sont d'abord sur l'économie américaine. Est-ce que vous pensez que quand même les décisions de Donald Trump, qui sont prises comme ça un peu dans tous les sens, une fois c'est 25%, et c'est 50%, est-ce que c'est quelque chose qui va nous entraîner, nous... peut-être les Occidentaux, mais pas que, dans un monde, la fin de la mondialisation, et surtout, on va avoir des conséquences, on va tous plonger dans une récession. Est-ce que vous dites, ce type ne mesure pas les décisions qu'il est en train de prendre? Alors, vous avez parlé de la fin de la mondialisation. Oui. Avant de répondre sur Trump, je suis député français, je suis pas au Congrès américain. Mais les c'est un conséquences concept. Là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que cette mondialisation qu'on nous présentait comme heureuse, ça a été un cauchemar pour des dizaines, des centaines de millions de personnes. Oui, vous allez me dire, oui, mais les Chinois... Et l'inverse, il y a des gens qui ont vu leur niveau de vie... Oui, mais à l'autre bout du monde. Moi, je suis député français, donc ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. Comme M. Trump, il a dit, moi je défends déjà l'intérêt des Américains, comme les Chinois font la même chose. Donc, les hindous font la même chose. Pour vous trouvez qu'il a raison, c'est une bonne politique de mettre en place des droits de douane pour protéger son économie. C'est ça au départ ce qu'il dit. J'ai pas été... Nous, on fait exactement l'inverse, si vous voulez. Madame von der Leyen... Là, elle est en train de bousiller si on va jusqu'à la viticulture, mais elle s'en fiche parce qu'elle veut sauver l'industrie automobile allemande. Donc nous, on nous a vendu. Non, c'est pas exactement ça. Nous, on nous a vendu la mondialisation heureuse. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous a mis nous a mis en compétition avec des pays, et depuis les années 80, qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales, environnementale, à l'arrivée, c'est un carnage. Mais pour l'industrie, pour l'agriculture, à certains Français d'aller acheter des produits chinois qui coûtaient moins cher, super. De se nourrir. Mais c'est génial. Oui, d'accord. On tire tout vers le bas. Oui. Et puis on parlait des emplois créés, qui sont des emplois ubérisés, où on est payé avec un lance-pierre, on nous met en compétition avec tout le monde. Donald Trump, c'est une politique que vous trouvez positive. Et qu'à la limite, vous voudriez mettre en place en France. Je ne dis pas en Europe, en France. Mais Jordan Bardella avait eu la formule, l'élection de Trump, c'est sûrement une bonne nouvelle pour les Américains, mais une très mauvaise nouvelle pour les Français et les Européens. Voilà, c'est une guerre commerciale. Je pense qu'on est les mieux à même de parler, que ça soit avec M. Trump, avec M. Poutine, avec les hindous ou avec les Chinois, parce que nous, on a compris que c'était le retour des nations. Le retour des nations. Et que la mondialisation, ça doit se déréguler. Mais non, mais on a mis tout le monde en compétition avec tout le monde, mais on court avec un gros boulet au pied. On prend les chiffres là, de l'OCDE qui viennent de sortir, qui montrent que ça
c'est en train, et du reste, il y a beaucoup d'interrogations. Je mets des points d'interrogation, hein, d'accord. Mais en fait, c'est l'économie américaine qui est en train d'en souffrir le plus de cette politique, qui est peut-être en train de rentrer en récession. Donc c'est une catastrophe pour les industriels américains, industriels de l'automobile, industriels de l'aéronautique. Ils le disent tous quand vous les rencontrez. Donc c'est d'abord mauvais pour les États-Unis, non? Mais vous savez, tous ces chefs d'entreprise qui avaient été notamment à l'investiture de Donald Trump, qui sont rentrés en France en disant les États-Unis, ça devient un paradis parce qu'on baisse les taxes, les impôts. Et il y a une énergie qui est 3 ou 4 fois moins chère. On va voir. Encore une fois, je suis député français, je ne suis pas au Congrès américain. Donc c'est une politique qui pourrait vous séduire. Mais non, mais c'est pas séduire ou pas séduire. C'est qu'on a fait une énorme erreur depuis 30-40 ans en ouvrant. Nous, on est pour le juste échange, mais pas le libre-échange débridé. Voilà. Nous, on a ouvert nos frontières et il y a des pays qui mettent des barrières. Moi, j'ai fait un voyage parlementaire en Chine en décembre 2023. Enfin, je veux dire, moi, on a rencontré les officiels chinois devant nous, mais ils nous disaient vous êtes vraiment très sympa. Parce que nous, on subventionne nos voitures à la fabrication et vous les subventionnez à l'achat. Mais est-ce que vous pensez qu'en France, on peut subventionner Stellantis? On peut subventionner Renault? Ben non, voilà. Un mot, parce que ça passe vite, je veux dire que j'avais beaucoup de questions à vous poser sur l'industrie de défense. Comment réarmer la France? Est-ce que, pour vous, il faut réarmer la France? 2, est-ce qu'il faut soutenir notre industrie de défense? On verra jeudi, il y aura une grande conférence justement sur l'industrie de défense. Et comment faire et comment financer? Alors, là, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il faut notre armement? Vous savez, reprenez le programme présidentiel de 2012. Marine Le Pen était la seule à dire il faut maintenir notre effort à 3% du PIB. Les autres, c'était en deçà parce que c'était les dividendes de la paix, vous savez, cette phrase de Laurent Fabius, qui nous a entraînés vers le fond. Après, là, il faut trouver 50 milliards si on veut alimenter. Là, je vous renvoie aussi à la campagne présidentielle de 2022 ou législative. On est pour la création d'un fonds souverain. Il y a des pays qui font ça. Il était abondé de plusieurs centaines de milliards d'euros. Ça nous permettrait... Qui finance ce fonds souverain? Parce qu'on n'a pas le pétrole des Norvégiens. Vous savez qu'il y a 6 000 milliards d'épargne en France. Bon, ah oui, donc vous voulez piquer l'épargne des Français? On la pique pas. Mais non, elle est rémunérée. Oui. Donc c'est pas piqué si c'est rémunéré. Et ce serait mieux rémunéré, je vous renvoie au programme de 2022. C'est obligatoire. Mieux rémunéré. Mais c'est un fonds souverain qui appartient aux Français. Et avec cet argent, eh bien, on se finance par exemple le réarmement, on peut financer notre réindustrialisation, mais les Français, une politique familiale. L'assurance vie, ils préfèrent le livret A. Voilà. Et si le taux est supérieur à ce fonds souverain, que vont faire les Français? Donc, une sorte de grand emprunt à Mauroy. C'est pas un emprunt, un fonds souverain, c'est différent. C'est pas un emprunt, c'est pas un livret, c'est un fonds souverain, voilà, qui est rémunéré avec de l'argent garanti et qui permet de faire, entre autres, puisque là on est sur la défense, de réarmer. Et alors, parce qu'en France on achète quand même majoritairement, on peut pas tout faire. Les catapultes sur le porte-avions, on sait que malheureusement il y en a pour 1 milliard, ce sont les Américains. Mais on achète français, on produit et on achète français. Ce qui n'est pas le cas des pays de l'Union européenne. Donc nous, on est pour, voilà, ça renvoie un peu à la campagne des européennes. On est pour une coopération des nations. Airbus, ça a fonctionné. Ariane, ça a fonctionné. Pourquoi? Il y a une coopération entre les États. Très compliqué, mais Ariane. La Commission européenne s'en est pas mêlée. L'Union européenne s'en est pas mêlée. Donc ça a marché. Donc, en résumé, vous dites sur l'industrie de défense, il faut faire une défense européenne, en fait. Ah non, absolument pas. Non, je ne sais pas. Non. Il faut que mais déjà, il faut qu'on ait les mêmes armes. Comme les Européens, 68% des armes achetées par les pays de l'Union européenne sont étrangères et 55% précisément viennent des États-Unis. On voit ce qui se passe avec le F-35. Ils commencent à se apercevoir que s'il n'y a pas les mises à jour effectuées, les avions, au bout d'un mois, ils ne peuvent plus décoller. Voilà. Donc, alors ça ne se fait pas en un mois, je ne suis pas en train de vous... Mais il y a une prise de conscience, ça sert au moins à ça. Coopération entre nations. Madame von der Leyen n'a pas à se mêler de tout ça. Si on se réarme, dernière question, c'est contre quelqu'un. La menace, elle est russe. Vous dites la menace, elle n'est pas russe. Ah non, c'est pas ce qu'on dit. On dit on dit la menace, elle est là, présente sur la première menace. Si on doit graduer, oui, il y a une menace islamiste sur le sol français. Non, mais pardon, si on suit l'actualité quand même. Oui, mais enfin, ils n'arrivent même pas à tenir un front. Ils sont obligés de faire venir des soldats nord-coréens. On ne voit pas les chars russes sur les Champs-Élysées la semaine prochaine. Par contre, la menace islamiste, oui, elle est présente sur le sol. Pour vous, elle est devant la menace russe. Elle est présente sur le sol et malheureusement, elle fait des victimes. Mulhouse, il y a quelques jours. Elle en fait régulièrement. C'est pas une question d'industrie de défense, c'est pas une question de défense.
de rafales ou de, vous voyez, là, ou c'est du missiles, c'est renseignement. autre chose. Oui, c'est la autre menace chose. qui est sur notre territoire national. Donc on n'a là, pas besoin c'est pas avec des chars. Donc on n'a pas besoin. Pas avec un char Leclerc. On est bien va s'en d'accord. prémunir. Donc mais on n'a pas besoin de réarmer la France. Alors. Il faut, mais si, parce que alors après, oui, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas une menace qui peut être une menace russe. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis déjà la menace. Si on doit faire un classement 1, 2, 3, la menace numéro 1, oui, c'est la menace islamiste. Et après, il faut se prémunir contre les Russes. A priori, c'est ceux qui sont le plus près de nos frontières, mais d'autres pays également. Merci beaucoup. Philippe Ballard d'être venu nous voir, député Rassemblement National de l'Oise, était notre invité. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.